Et c'est la députée Edwige Diaz, députée Rassemblement National, qui est des nôtres aujourd'hui. Bonjour, vous êtes élue de Gironde. Bonjour, merci Bonjour pour votre madame, invitation. vous êtes les rois? Je vous venir vers les faiseurs de rois, c'est ça que vous Non, vous êtes les rois de la censure. Franchement, on peut pas parler de ce sujet avec, autant de légèreté. Mais oh non, Bon, mais vous savez sérieusement, on se que demande pourquoi vous allez à Matignon cet après-midi. Alors sans doute par courtoisie, oui, mais c'est ça, bien finalement, vu. ça finit toujours par soit un vote de défiance ou une censure avec le Rassemblement national. Bah, est-ce que c'est de notre faute en réalité? Tout dépend, du, comportement qu'adoptera, le Premier ministre. Vous voyez? Nous, en fait, on a de la constance. Nous disons: «Il faut qu'Emmanuel Macron tire les enseignements, des résultats des dernières élections». À savoir que le Rassemblement national est devenu le premier groupe parlementaire. Donc il y a 11 millions d'électeurs derrière nos 125 députés, 140 si on rajoute nos alliés, d'Éric Ciotti. Et donc en fait, on ne peut pas faire comme si ces gens n'existaient pas. Alors qu'est-ce que vous demandez précisément? Eh bien, nous lui demandons une politique de rupture avec le macronisme. Alors, c'est pour ça que nous allons à ce rendez-vous. Marine et Jordan s'y rendront tout à l'heure aux alentours de 16 heures. Nous y allons sans illusion et sans naïveté. Parce que c'est vrai qu'il serait difficile d'imaginer que M. Lecornu, qui a été mis là parce que justement c'est un prochissime d'Emmanuel Macron, c'est peut-être difficile à envisager qu'il Qu'il fasse le mette en contraire. œuvre voilà, une politique de rupture. Mais notre devoir, c'est Rupture, de c'est lui le terme qu'il a proposer. pourtant employé. Il a Euh, dit rupture. Il a Ouais, dit, ouais, bah, justement, bah, très bien. Eh bien, vous le prenez au mot. qu'il Ce serait concrétise quoi ses la propos. rupture valable pour vous alors? Bah, la rupture, vous voyez, c'est que, en fait, il faut qu'il s'attaque au tabou, au totem, en fait, que cette Macronie ne veut pas toucher. La question de l'immigration, de la contribution de la France au budget de l'Union européenne, de la lutte contre la fraude, de la fin des subventions aux énergies intermittentes. En fait, tout ce que les macronistes ont mis en place, encouragé, subventionné depuis des années et qui conduisent notre pays à se retrouver dans la situation économique, Mais budgétaire, une sécuritaire, mesure migratoire concrète. que nous Une mesure subissons actuellement. concrète. Sur l'immigration, par exemple? Oui. Ah bah, prenons-en. Alors, on en a toute une série qui sont d'ailleurs disponibles sur le site internet du Rassemblement national. Mais par exemple, on pourrait réserver les prestations, les allocations familiales, par exemple, aux familles dont au moins l'un des deux parents est français. Ce qui nous permettrait de réaliser beaucoup d'économies. Et en fait, sur toutes les parties, les prestations sociales non contributives, eh bien, il faut, oui, appliquer une priorité nationale dans l'attribution de ces sommes qui sont considérables et qui doivent, vous voyez, nous on considère que l'argent des Français doit favoriser d'abord la natalité française. D'accord, mais aujourd'hui, il reçoit le PS. D'ailleurs, il a commencé par le PS, c'est un Oui, signe, hein, ce matin, et en ensuite, effet. vous, cet après-midi, au RN. Mm. Est-ce qu'il peut à la fois satisfaire les socialistes et vous satisfaire? Ah ben, en effet, c'est difficile, mais en même temps, il fait ce qu'Emmanuel Macron lui demande de faire, c'est-à-dire de constituer un accord de non-censure qui, moi, pour moi, ne correspond pas du tout à une vision politique, où il décide où il souhaite mettre en place un gouvernement où c'est l'alliance des contraires. Enfin, évidemment, c'est impossible. Donc, en fait, Tout ça finira mal? Derrière Monsieur Lecornu, c'est Monsieur Macron qui doit prendre acte de cette situation. Et c'est pour ça qu'avec Marine Le Pen, nous avons exposé deux solutions. C'est où la démission d'Emmanuel Macron, et je crois que l'immense majorité des Français s'en réjouiraient, ou alors c'est qu'Emmanuel Macron procède à une dissolution de l'Assemblée nationale pour permettre à notre pays de retrouver une majorité, de la Un an et demi stabilité. après qu'on ait voté, vous pensez que Ben oui, le mais là, résultat serait différent? alors oui, je pense qu'il serait différent. Parce que vous vous souvenez que l'année dernière, il y a eu ce barrage anti-républicain, ces alliances de la honte qui ont réuni les Républicains et la France insoumise. Et en fait, Jordan Bardella avait annoncé que ces alliances contre nature conduiraient au blocage de notre pays. Et je pense que beaucoup de Français se sont rendus compte qu'ils ont été trompés l'année dernière parce qu'on leur a dit si c'est une majorité Rassemblement national, ah ben ça sera la catastrophe économique, sécuritaire, etc. Sauf que là, en fait, on voit bien que c'est toujours les macronistes qui sont en place et que la catastrophe économique, elle est d'actualité. On se demande vraiment où sont passés les Mozart de la finance. En tout cas, c'est sûr qu'ils sont pas au gouvernement. Antoine. Moi, je me pose une question sur l'attitude du RN aujourd'hui. C'est chercher à tout prix une nouvelle dissolution en essayant d'obtenir la censure à tout prix, ou est-ce que vraiment vous pourriez être en mesure de dealer des choses, de négocier des choses? Moi, je pense qu'il n'y aura pas de nouvelle dissolution. Il y a trop de blocages. Vous analysez la politique
probablement mieux que moi. Je crois que c'est illusoire d'attendre une dissolution et encore plus illusoire d'attendre la démission d'Emmanuel Macron. Et donc, dans cette situation de blocage, défendez ce pourquoi les électeurs ont voté pour vous. Vous évoquiez l'immigration dans l'actualité. Il y a ce grand référendum sur l'immigration porté par Philippe de Villiers. Eh ben, chiche, vous allez voir le Premier ministre, vous lui dites on va pas être d'accord, hein, surtout. Vous avez besoin de monde pour éviter une censure. Eh ben, nous, nos demandes, c'est ça. Les mesures que vous venez d'évoquer. Et pourquoi vous faites pas ça ? Pourquoi vous ne faites pas gagner du temps à la France en essayant d'obtenir ça tout de suite ? En fait, je pense que précisément, on fera gagner du temps à la France s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, parce que là, en fait, ce que vous décrivez, ce ne sont que des mesures qui ne vont pas régler la situation. En fait, nous nous basons sur la Constitution, vous voyez, qui prévoit que quand il y a un blocage, il y a une solution pour sortir de ce blocage. Parce qu'en fait, là, moi, je n'envisage pas qu'on reste pendant encore 1 an et demi dans cette situation paralysante, où il n'y a pas d'investissement, où les chefs d'entreprise ont peur pour leur avenir, où les particuliers, eh bien pareil, en fait, sont paralysés. Il y a une ambiance morose absolument indescriptible. Moi, vous voyez, je suis élue en Gironde et les habitants de ma circonscription me disent, en fait, on ne fait plus rien. Donc, il y a une situation de paralysie, mais aussi paralysante pour tous les projets d'avenir. Donc, en fait, moi, je n'ai pas envie qu'on reste dans cette situation, parce que cette situation entraîne des conséquences que l'on connaît déjà, c'est-à-dire une aggravation du déficit, une croissance en berne et des investissements qui sont à l'arrêt. Donc en fait, il y a 2 solutions. C'est où on reste comme ça et la situation s'aggrave, ou alors Emmanuel Macron fait preuve de responsabilité, il procède à une dissolution de l'Assemblée nationale et on donne une chance au pays de retrouver une majorité. Et donc c'est parti ensuite pour une cohabitation, c'est ce que vous souhaitez ? Oui, avec Jordan Bardella à Matignon. Oui, en fait, voilà, la Constitution prévoit, Emmanuel Macron s'occupera de ses prérogatives constitutionnelles et Jordan Bardella de ses prérogatives constitutionnelles. Fatima. À l'époque de Philippot, le Rassemblement national donnait l'image, enfin avait joué l'image dans sa communication d'un côté socialement de droite et économiquement de gauche, entre guillemets. Ma question, elle est sur la taxe Zuckman. Vous en êtes où ? Et est-ce que le Rassemblement national est un parti qu'on pourrait qualifier de parti libéral ou non ? Bon, le Rassemblement national est un parti souverainiste qui défend, la liberté entrepreneuriale. Voilà, la liberté entrepreneuriale. Après, nous sommes très attachés au service public et c'est notamment pour cette raison que nous étions opposés à la privatisation pour les lignes TER, vous voyez. Donc, en fait, c'est pour ça que je ne peux pas nous qualifier ni de libéral ni d'antilibéral. En fait, nous sommes une entité à part, quelque chose qui n'a pas encore été essayé par le pays et que nous souhaitons appliquer. Voilà, notre philosophie, nous souhaitons l'appliquer la plus rapidement possible. La taxe Zuckman. Sur la taxe Zuckman, nous avons dit que nous y étions particulièrement opposés pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est typiquement une taxe qui va freiner l'investissement, ou alors pire, qui risque de faire des chefs d'entreprise français, et ben du coup en fait qu'ils vont vendre leur part à des capitaux ou à des chefs d'entreprise étrangers. Et quand vous êtes un parti souverainiste, vous n'avez pas envie que votre richesse, que ce patrimoine industriel par exemple, tombe aux mains des étrangers. Donc nous ne sommes pas favorables à cette taxe dont la promotion est assurée par une personne qui se présente comme un économiste, mais dont je rappelle qu'il a signé une tribune de soutien au nouveau Front populaire il y a quelques mois, donc c'est quand même quelqu'un qui est très orienté, et donc c'est pas étonnant qu'il soutienne cette mise en œuvre par la gauche. Vous proposez quand même une taxe, vous proposez quand même une taxe sur... L'impôt sur la fortune financière, voilà. En fait, c'est le remplacement de l'IFI. Voilà, l'impôt sur la fortune immobilière, nous souhaitons le remplacer, donc c'est pas une création de nouvelles taxes, c'est un remplacement. l'IFI, voilà, et on le remplace sur le patrimoine immobilier. Exactement, et on le remplace par l'impôt sur la fortune financière. Pourquoi ? Parce que nous sommes un parti très attaché à l'enracinement, et donc nous ne souhaitons pas que les biens immobiliers et aussi les biens professionnels rentrent en considération, soient pris en charge dans l'évaluation de cette taxe, parce que en fait nous considérons plutôt qu'il faut taxer la spéculation. En fait. Vous taxez, c'est quoi, les dividendes? Mais elles sont déjà non, mais en fait c'est les super profits, c'est les surdividendes, ça peut être une partie des assurances vie. En fait, c'est tout ce qui est spéculatif. Vous voyez, l'inverse de l'enracinement.
Oui, mais vous êtes vous aussi donc comme la gauche pour de nouveaux impôts. Non, parce que c'est un remplacement. Eux, en fait, c'est en plus de tout. D'accord. Voilà, à chaque fois qu'il y a la gauche au pouvoir, ils rajoutent des impôts. Vous voyez, moi, je suis élue en Nouvelle-Aquitaine, qui est aussi une région dirigée par la gauche. Eh ben, je peux vous dire qu'à chaque fois que le projet de loi de finances, que le PLF donne une possibilité à une région de créer des impôts, eh bien, la région Nouvelle-Aquitaine s'en saisit. Je vais vous donner un exemple. Le versement mobilité régionale, en fait, c'est une taxe qui est autorisée par le gouvernement et qui autorise les régions à prélever une taxe sur la masse salariale. Et donc vous imaginez, les entrepreneurs, évidemment qu'ils vont arrêter d'embaucher parce qu'ils ne pourront plus payer cette taxe qui est un prélèvement particulièrement injuste. Donc ouais, donc les socialistes, en fait, c'est toujours taxer plus pour au final toujours moins de redistribution et toujours moins de justice sociale. Alors, tu as eu ta réponse, ça te Bruno convient? Oui, oui, c'était pour éclaircir. Bruno Poncet, cheminot. Moi, tout à l'heure, je l'ai dit, on m'a rentré dedans en disant que moi, j'ai bien entendu votre projet, c'est soit dissolution, soit destitution de Macron, ou en tout cas son Pas départ. destitution. Ouais, vous voulez son départ, mais pour avoir son départ avec lui, vous aurez une destitution. Sauf si Une vous allez destitution, c'est pas sortir. possible. Ouais, Enfin, mais- je veux pas Vous vous voulez couper, mais- Non, non, qu'il vous avez démissionne, quoi, en fait. Démissionne. Une Ouais, présidentielle qu'il parte. anticipée, C'est quoi, ça, en fait. oui. Qu'il annonce, je Oui, pars. bah, je pense qu'il peut faire preuve de responsabilité. À un moment donné, M. Macron, il doit bien voir, même s'il est dans sa tour d'ivoire, même s'il fait plus beaucoup de terrain, il doit quand même bien voir que je crois que c'est 80% des Français qui ne le portent pas dans leur cœur. Donc, il ne peut pas éternellement gouverner contre son peuple. Et sur la destitution, je veux bien dire un mot. Allez-y, là-dessus, si on allez-y, peut vous bien. êtes là pour ça. Donc en fait, ça c'est quelque chose qui est brandi par les mélenchonistes. Peut-être que M. Mélenchon fait ça pour essayer de faire oublier qu'il a appelé à voter pour M. Macron en 2017, en 2022, puis faire élire ses députés en 2024 aussi. Non, il avait dit non. Il avait dit mais- Nini hein. En 2022. Rappelez-vous, il a dit Nini. Ah non, non, il a Non, toujours non. il a dit on lutte contre Marine Le Pen, etc. Donc en fait, la destitution, pardon, c'est quelque chose qui n'est pas possible en fait, parce que c'est un article de la Constitution. Et avant même que, admettons, si jamais le texte se retrouve au sein de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire après avoir passé l'étape du bureau de l'Assemblée, la commission des lois, etc., etc., il faut qu'il y ait 2/3 des parlementaires qui votent pour cette destitution. Donc en fait, c'est impossible, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Et parce que même au Sénat, regardez combien il y a de sénateurs mélenchonistes. Mais il n'y en a aucun. Donc en fait, il n'y aura Donc ça ne passera jamais. aucun parlementaire qui soutiendra Monsieur Mélenchon, à part environ les 70 députés LFI qu'il a à l'Assemblée est-ce que nationale. c'est Donc pas en fait, c'est facile n'importe quoi. D'accord. Est-ce que c'est pas trop facile de dire finalement c'est le problème de Macron, il doit démissionner ou il doit dissoudre, alors que finalement le problème c'est celui de l'Assemblée nationale. Il y a une assemblée qui est comme ça. C'est les Français qui l'ont voulu. Alors vous pouvez regretter le Front républicain, mais enfin les Français on leur a pas mis un fusil sur. Non, mais je pense qu'on les a trompés. Oui, mais d'accord, mais on leur a pas mis un fusil sur la tempe et ils ont voté comme ça. Donc c'est à vous de vous débrouiller en quelque sorte. Alors c'est certes, c'était pas vraiment la 5e du général de Gaulle. Ouais. Là on revient plutôt à la 4e République, mais c'est à vous entre partis de trouver les moyens de gouverner ensemble. Ça durera le temps que ça durera. Ça sera pas génial, mais il y a des solutions de Alors, déblocage. admettons. Moi, je vais juste vous poser une question. Est-ce qu'au Rassemblement national, nous avons fait preuve de sectarisme? Jamais. Si Nous, vous avez à dit, chaque fois. non, mais rappelez-vous, Madame Diaz, excusez-moi, je ne veux pas vous couper, mais l'année dernière, Jordan Bardella a dit moi, je veux bien être Premier ministre si j'ai une majorité absolue. Il savait très bien qu'il n'y en aurait pas. Non, mais Et alors, s'il avait accepté d'être Premier ministre, peut-être Attendez, aujourd'hui, il serait Premier ministre, peut-être ça marcherait mieux. Moi, j'y crois absolument pas. Je crois même que c'était une catastrophe. Mais vous, en fait, c'est vous qui avez dit l'année dernière nous, on veut pas, on veut avoir une majorité absolue. Vous ne l'aurez pas. Et même là, c'est des solutions, vous ne l'aurez pas. oui, alors en fait, vous confondez deux calendriers. L'année dernière, les élections n'avaient pas encore eu lieu, donc c'est normal que Jordan dise j'irai à Matignon si j'ai la majorité absolue. Là, la question qu'on me pose, c'est aujourd'hui, c'est-à-dire les élections passées. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'entendre? Donc moi, je vous repose la question, quel parti politique fait preuve de sectarisme à l'Assemblée nationale? Certainement pas le RN, parce que nous avons voté, que ce soit un amendement, les propositions de loi, les projets de loi, nous les votons toujours dès qu'elles vont dans le bon sens. Par contre, prenez l'inverse, à chaque fois que nous déposons un amendement, il est systématiquement rejeté. À l'occasion de nos niches parlementaires, nos propositions de loi, qui sont largement plébiscitées par les Français, sont systématiquement rejetées. Regardez, l'année dernière, moi j'étais rapporteur de la loi visant à systématiser l'expulsion des délinquants étrangers. Je crois que 80% des Français souscrivent à cette mesure. Et au banc, il y avait le ministre délégué, donc en fait celui qui travaillait avec M. Retailleau. Donc M. Retailleau, dont on entend clamer partout sur les plateaux de télévision qu'il faut faire preuve de plus de fermeté avec l'immigration. Qu'est-ce qu'ils ont voté? Les LR au banc, eh bien ils ont voté contre notre proposition de loi. Donc en fait, c'est facile de dire on peut s'entendre. Mais nous, on est d'accord en fait pour s'entendre. On en fait la preuve. Mais par contre, les autres, à notre égard, ne le font pas. Donc en fait, comment voulez-vous que nous, on travaille avec des gens qui ne veulent pas travailler avec nous? Le bloc LRPS est toujours là, bien en place, et en marche tout cas, main dans la main, quoi. Vraisemblablement, oui, parce que si Monsieur Lecornu veut aujourd'hui gouverner avec le PS et qui garde des LR dans
dans son gouvernement. Oui, ça voudra dire que quand Marine Le Pen, il y a 10 ans, disait que c'était l'UMPS, bah ouais, elle avait raison une fois de plus avant les autres. Vous restez avec nous, Edwige Diaz, députée Rassemblement National de Gironde, parce que on va évoquer dans un instant la journée d'action de demain. Alors, qui s'annonce, d'après ce que dit le ministre de l'Intérieur, massive du point de vue de la mobilisation, mais c'est surtout la crainte de nouveaux affrontements, peut-être même de chaos dans Paris, notamment. Allez, vous restez avec nous, il est 11h20, la discussion continue. Revenons à nos affaires politiques avec Madame Diaz. Demain, c'est une grosse journée de mobilisation. Vous craignez la casse ? Oui, malheureusement. Malgré les 80 000 policiers ? Oui, alors déjà, je voudrais avoir une pensée respectueuse à l'égard des 80 000 policiers qui vont être à nouveau mobilisés et dont une partie, hélas, servira malheureusement à l'extrême gauche pour exprimer sa haine anti-police. Parce que malheureusement, nous y sommes habitués. Et oui, je crains les débordements, puisqu'en fait, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, que ce soit sur les manifestations, vous savez, le pass sanitaire, réforme des retraites, et maintenant les revendications qui sont par ailleurs légitimes, hein, bah oui, il y a toujours eu de la casse, quoi. Et On vous l'empêche. soutenez cette journée quand même, au-delà de la casse, on verra, mais cette journée de mobilisation, vous la soutenez ou pas? Bah nous, on soutient les revendications. Ça, c'est sûr que le matraquage fiscal, ça suffit. La purge sociale, ça suffit. Maintenant, manifester, c'est pas une fin en soi. En fait, les gens aujourd'hui vont dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités pour exprimer leur désarroi. C'est-à-dire que si Marine Le Pen avait été présidente de la République, vous savez qu'elle a mis au cœur de son projet présidentiel la question du pouvoir d'achat. Je ne pense pas que la semaine dernière, il y aurait eu les mouvements de bloquons tout, et certainement que demain, il n'y aurait pas eu de grève, ou alors une grève pas aussi suivie. Ça, c'est un Donc, scénario invérifiable. Donc, bah aussi, parce qu'en fait, là, les personnes qui vont manifester, c'est des personnes qui notamment vont dire on n'a pas assez de pouvoir d'achat. Vous vous souvenez des mesures proposées par Marine Le Pen, notamment la baisse de la TVA de 20 à 5,5% sur le gaz, le fioul, l'électricité, etc. Bah oui, en fait, avec le projet de Marine Le Pen, on redonnait aux Français entre 150 et 200 euros de pouvoir d'achat par mois. Donc en fait, les Français n'auraient pas été à ce point obligés d'exprimer leur, c'est ça, leur exaspération dans la rue. Redonner du pouvoir d'achat via une base de la TVA, tout ça, il faut le financer. Et on se dit, si le RN était au pouvoir, on n'est pas sûr quand même qu'on réglerait notre problème de dette. Parce que moi, quand je regarde votre programme, c'est quand même un programme assez dépensier. Vous maintenez la retraite à 62 ans. Donc ça, c'est de l'argent, ça coûte de l'argent. Vous redistribuez l'argent aux Français, très bien, mais il faut bien le trouver. Et je vois pas bien où sont les économies. Vous dites pas précisément, on va supprimer tant de postes de fonctionnaires. En tout cas, on va pas remplacer tant de départs à la retraite. Vous ne le dites pas, ça reste très flou. Vous dites, je vais vous le répéter. Non, vous dites par exemple, on va supprimer des strates administratives. On ne sait pas lesquelles. On ne sait pas qui sont concernés derrière ces strates administratives. Je vais vous répondre de manière très synthétique, évidemment, parce que si je veux faire une conférence sur le budget, il faudrait me laisser 2 heures. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque à chaque PLF, à chaque fois qu'il y a le budget qui est présenté à l'Assemblée nationale, nous présentons un contre-budget. Et là-dedans, vous avez toutes les lignes budgétaires que nous modifions. Donc, le projet que nous avons présenté aux Français en 2022, il était chiffré et nos contre-budgets sont systématiquement chiffrés. Déjà, Marine Le Pen a dit que, évidemment, parmi les points cardinaux de notre programme, il y avait le remboursement de la dette. Vous voyez, nous, on ne s'appelle pas Mélenchon, on ne dit pas qu'on va s'asseoir sur la dette. Le plan d'économie, parce que c'était ça ma question. Le plan d'économie, il est très clair, il est axé notamment sur la question de l'immigration. Je vous en ai parlé. Réserver les prestations sociales aux Français. Sur les logements sociaux, pareil. Écoutez, nous, on avait chiffré, au moment de l'élection présidentielle, la partie économie sur l'immigration, c'est à peu près 15 milliards d'euros d'économie par an. Voilà, donc sur un quinquennat, ça fait quand même un petit paquet d'argent. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure de la contribution au budget de l'Union européenne, parce que la France donne toujours plus de milliards d'euros à l'Union européenne, qui nous en rend toujours moins et qui en plus nous impose la manière dont on doit dépenser cet argent. La question sur la fraude, rien n'est fait sur la fraude. Moi, je me souviens qu'Gabriel Attal avait annoncé un grand plan de lutte contre la fraude. C'est pas vrai. La fraude sociale, la fraude fiscale, rien n'est fait sur cela. Les agences d'État, pareil, dont contribuables associés, a estimé le coût à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Il y a plein de trucs à faire sur les agences d'État, mais on rentre jamais dans le détail. Par exemple, tenez, l'ADEME, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Vous voyez, l'ADEME, qui est une agence très coûteuse, qui finance des campagnes de publicité pour dire à quelle fréquence on doit laver son slip. La question du Césaire, vous savez, ces conseils économiques, sociaux, environnementaux, qui existent au niveau de l'Union européenne, de l'État, mais aussi du conseil régional. Moi, vous voyez, je suis conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, et rien que dans ma région, le Césaire, c'est 5 millions d'euros. Donc, en fait, ils font des rapports que personne ne lit, et en fait, dont
dont on se doute de l'utilité. Et puis il y a toutes ces agences qui servent à recaser les anciens, les députés battus, les ministres remerciés, etc. Je pense par exemple au commissariat au plan, vous savez, ce qui a permis à M. Bayrou de bien vivre avant qu'il soit nommé Premier ministre. Et qui est-ce qu'on retrouve à la tête de cet organisme? Monsieur Beaune, tiens voilà, qui est-il? Un ancien ministre. Vous savez, le Haut Conseil à l'égalité. Au pouvoir, il n'y aura jamais de recasage des amis RN battus. Non, en fait, parce que si vous voulez, nous on se présente comme étant différents des autres, donc c'est pas pour mener. Vous pouvez le garder. Donc c'est pas pour mener la même politique. Le Conseil d'État, par exemple, les conseils constitutionnels, qu'est-ce que vous en faites? Non, mais ça, en fait, ils sont préservés par la Constitution. Donc voilà, on va pas toucher à tout ça dans l'immédiat. Il y a beaucoup de choses à faire d'abord. Du coup, voilà, et je pourrais continuer la liste, mais vous voyez, juste ce que je veux vous dire, en fait, c'est que, et pardon, juste un dernier point, parce que vous avez parlé de la réforme des retraites. Oui, en fait, notre réforme des retraites, c'est pas juste une question de comptabilité, c'est aussi une question de vision pour la société. Et on ne peut pas juste dire la réforme des retraites de Marine Le Pen coûte cher, et encore pas tellement parce qu'on l'a estimé à 10 milliards d'euros. Non, mais d'accord, mais il faut mettre en perspective la relance de la natalité que l'on opère et la relance de la productivité que l'on opère, parce qu'en fait, en matraquant fiscalement les chefs d'entreprise, forcément, qu'en matraquant fiscalement les chefs d'entreprise, ils n'ont pas envie de développer leur boîte, ils n'ont pas envie de s'engager, ils n'ont pas envie d'investir. Et c'est pour ça, en fait, qu'on arrive quasiment dans une période de récession économique, un climat qui est anxiogène pour les chefs d'entreprise. À 62 ans dans une Europe, dans un continent européen où elle est à 65, 66, 67 ans. Oui, mais regardez, attendez, regardez. Alors, admettons, on fait travailler tout le monde jusqu'à 65 ans. Sauf qu'à partir déjà de 55 ans, vous êtes considéré comme un senior sur le marché du travail. Et regardez tous ceux qui sont en arrêt maladie, en incapacité de travail, en invalidité. Plus les seniors restent au travail. Parce que regardez, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens qui ne peuvent plus travailler? Ils vont se mettre au chômage. Et du coup, quelle va être la conséquence? Ils n'auront pas toutes leurs annuités, donc ils vont toucher moins en retraite. Et c'est comme ça que vous organisez la précarisation des Français. Et puis aussi, juste un petit mot, parce qu'on arrive au moment des élections municipales bientôt. Si vous n'avez pas les jeunes retraités pour s'impliquer dans les associations ou pour s'impliquer dans les conseils municipaux, très sincèrement, je me demande qui va faire tourner nos communes rurales. Ouais, moi, vous savez, je viens de la droite. J'ai longtemps été militant dans une autre vie à droite. J'ai commencé à droite, rassure-toi. Bruno, tout est dur quand on est à droite. Je suis libéral. Je suis profondément libéral. Et votre réforme des retraites qui coûte encore 10 milliards, vous l'avez dit, je ne vois pas non plus de suppression d'impôts massive, d'allègement de charges, alors que dans la situation du pays... Monsieur Di, je vous en supplie, liez notre programme. Franchement, je vous pouvez pas venir sur ce plateau et me dire que vous n'avez pas vu. J'ai bien regardé et on est très très loin du choc libéral dont la France a besoin pour se remettre en place. Non, c'est pas être ultra-libéral que de baisser les charges. Vous parliez des petits patrons. Je vous ai dit qu'on voulait baisser les charges. Honnêtement. Je ne veux pas vous couper la parole, mais je vous réponds après. Redonnez-nous quelques exemples alors, de manière très précise, parce que moi j'ai le sentiment que le RN demeure trop marqué par la tendance française à croire que l'impôt et les charges vont résoudre le problème. Ils sont socialistes. Je vais pas jusque là. T'as vu que économiquement, j'ai été un petit peu plus modéré que ça, mais vraiment, je ne vois pas le choc libéral que moi j'espère dans notre pays. Nous déjà, il n'y aura pas de choc libéral parce que nous ne sommes pas des ultra-libéraux. Par contre, je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit libéral. Je vous ai dit tout à l'heure. Je ne pas à ceux qui caricaturent les positions des autres. Vous l'avez trop souffert. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on soutenait la liberté entrepreneuriale. Et je vais vous donner un exemple. Regardez, Macron, en 2022, candidat à la présidentielle, annonce pour s'octroyer le vote des chefs d'entreprise qu'il va supprimer la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Voilà. Il dit c'est génial, on va aider les entreprises parce qu'il faut relancer la croissance, la compétitivité des boîtes, etc. etc. Donc, ok, sauf qu'on arrive en 2023. PLF 2023, il dit finalement... on va faire une exonération maintenant et une exonération plus tard. On arrive au PLF de l'année dernière, il nous dit oh là là, du coup on va reporter la deuxième partie de l'exonération. Vous feriez quoi? Ma question c'est vous, l'impôt sur les sociétés, je vais vous dire, nous dans notre programme c'était pas la suppression de la CVAE, mais comme nous sommes des personnes responsables, Jordan Bardella avait écrit à Emmanuel Macron quand il avait été reçu dans le cadre des rencontres de Saint-Denis, il avait dit monsieur le président de la République, vous avez donné votre parole au chef d'entreprise, il faut maintenant que vous appliquiez la suppression de la CVAE qui
qu'il n'a Vous toujours êtes pas au fait. pouvoir demain, vous Nous, faites dans notre quoi? programme économique, qui est là aussi disponible sur le site internet, et je vous amènerai un exemplaire la prochaine fois, promis. Avec plaisir. Nous avions proposé la baisse de la CFE, qui était précisément un impôt de production inutile et qui vient alourdir la Cotisation foncière des compétitivité des entreprises. Et nous souhaitons aussi, mettre en place une incitation à la relocalisation des entreprises, et notamment dans notre vision de démétropolisation de la société, nous voulions supprimer, donc dans certains secteurs, la C3S. Voilà. Et en fait, Faut voilà. expliquer ça. Ouais. C'est la cotisation de solidarité Allez. des entreprises. Voilà, en fait, On se c'est une moque des charge cycles dont dans on l'éducation peut, nationale, dont on mais là- peut procéder à un allègement. Voilà, c'est la contribution sociale de solidarité des sociétés. Voilà. Madame Et en Diaz, fait, on veut un truc très clair. On veut qu'on dise. franchement, je suis en train de vous dire. Mais non, Je vous dis, la CVAE, c'est grâce à nous qu'elle est en train d'être activée. Et je vous dis, on supprime la très CFE. anecdotique. Moi, j'espérerais qu'un jour, Non, mais la dans notre CFE, pays, c'est en 22 France, milliards d'euros on pour les dise, boîtes. si on veut soutenir les entrepreneurs, on baisse l'impôt sur les sociétés. C'est ce que je suis en train de vous dire. En fait, on baisse les impôts de production. Je suis en train de vous dire. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. L'impôt principal, c'est l'impôt sur les sociétés. 22 milliards Et qui d'euros l'a en fait baissé pour la CFE, donc vous pouvez pas dire que c'est un Tiens, petit impôt. juste- Et je vous ai juste donné l'exemple tout à l'heure du versement mobilité pour Pourquoi les vous ne baissez régions. pas l'impôt sur les sociétés? Pardon? Pourquoi vous ne baissez pas directement l'impôt sur les sociétés? Il reste plus élevé que nos concurrents, notamment concurrents européens. Là, déjà, je viens quand même de vous donner Oui. des mesures qui, à mon avis, donneront une large Oui, mais c'est plus respiration marginal aux que si vous sociétés. baissez Et je vous ai l'impôt dit sur les qu'on s'opposait, et je vous ai dit qu'on s'opposait au versement mobilité que les régions peuvent maintenant prélever sur les entreprises. Donc, franchement, mettez-y du vote, quoi. Je vous parle CFE, C3S, CVAE et versement Vas-y, mobilité. Lucien. Ça vous Dernière fait quand même question, 4 exemples concrets. Fatima. Dernière question. Vous avez dit que vous étiez très sensible justement aux pétitions, aux référendums, donc à la voix du peuple. Contre la loi du plomb, on a réuni sur Internet 2 millions de signatures. C'était sur le site de l'Assemblée. Le rapporteur, celle qui a été nommée rapporteur, c'est une députée RN qui avait voté, qui était pour la loi du plomb. Est-ce que vous avez changé d'avis côté RN ? Non, on n'a pas changé d'avis sur la loi du plomb. Nous considérons que telle qu'elle a été présentée à l'Assemblée nationale et votée d'ailleurs par l'Assemblée nationale, elle répondait en partie aux aspirations des agriculteurs, évidemment. Pour redonner du souffle aux agriculteurs, leur redonner confiance en eux, il faut aller beaucoup plus loin. Vous savez que Marine est attachée à la question du protectionnisme intelligent, du localisme. Nous voulons sortir l'agriculture des traités de libre-échange avec la terre entière. Mais en fait, là, sur cette loi du plomb, oui, elle émanait du terrain, et les agriculteurs nous disaient nous avons besoin de cette loi du plomb. Est-ce que vous avez signé Moi, je m'en vais, parce que mon micro est fermé. la pétition de Philippe de Villiers Non, je ne l'ai pas signé. Vous allez le faire parce que, écoutez, je ne l'exclus pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que le référendum sur l'immigration, je pense que les Français savent que Marine Le Pen le souhaite et le demande depuis des années. Mais là, vous êtes fait doubler par Philippe de Villiers. Non, en fait, attendez, c'est très bien que tout le monde demande un référendum sur l'immigration. Tant mieux, peut-être que ça permettra à Emmanuel Macron de nous entendre un petit peu plus. En tout cas, c'est dans notre programme présidentiel. Oui, on va lui dire, évidemment, on va lui répéter. En fait, ça fait des années. Moi, oui, ça fait 3 ans que je suis députée, 12 ans que je suis au Rassemblement national, et en fait, 12 ans que je dis. Vous pouvez obtenir des choses avec votre De Villiers, position. il est des vôtres ou pas? En tout cas, je pense qu'il appartient au camp national, oui. Il n'a pas sa carte au RN, mais je pense qu'il appartient au camp national. Et en fait, plus on est nombreux à demander un référendum sur l'immigration, c'est très bien. Or, Rassemblement national, premier parti de France, premier groupe parlementaire, eh bien oui, je le dis, nous l'avons demandé par voie de référendum. C'était dans le programme de Marine Le Pen. Merci Edwige Diaz, excusez-moi, députée Rassemblement national de Gironde, d'avoir merci été à avec vous. nous dans les GG.